Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Dominique Cardon, chercheuse émérite au CNRS, qui vient nous parler de son actualité avec la sortie de son nouveau livre, mais surtout du message qu'il faut communiquer davantage et se fédérer autour de la couleur végétale. Je vous laisse avec son parcours. Bonne écoute. Bonjour Dominique Cardon, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Je vais tout d'abord vous demander de vous présenter, de me raconter votre parcours. C'est un long parcours parce que je vais bientôt avoir 76 ans, donc vous voyez que j'ai en principe beaucoup à raconter parce que j'ai une très longue histoire. Donc le parcours, il commence très banalement, du coup, une formation universitaire en histoire et archéologie, à la suite de laquelle, au niveau de la maîtrise, je décide de me spécialiser en histoire et archéologie des études celtiques. Donc, vous voyez, on est loin encore des teintures naturelles. Alors, les études celtiques m'amènent avec une bourse de recherche en Irlande, où j'étais en train donc d'étudier l'archéologie et la linguistique celtique. Donc là-dessus, je trouvais que c'était beaucoup de travail intellectuel, pas beaucoup. Je crois beaucoup dans l'équilibre. Mens sana in corpore sano, donc j'essaye de faire du sport. C'était un peu compliqué en Irlande à l'époque pour les femmes, et je découvre là-dessus. J'ai toujours aimé la musique, donc lors d'un concert de musique traditionnelle, je rencontre deux jeunes femmes qui s'installaient en Irlande, venant d'Angleterre et qui avaient fait leurs études d'art avec une spécialisation textile et qui portaient des vêtements extraordinaires. Donc je leur demande si elles les avaient fait elles-mêmes. Elles me disent qu'elles ont fait une formation en tissage et teinture. Et là-dessus, je leur demande de me donner des cours de tissage. À l'époque, évidemment, elles travaillaient surtout avec des teintures synthétiques, mais en Irlande, à l'époque, dans les années 70, il y avait encore quelques tisserands de tweed en Irlande qui pratiquaient la teinture naturelle avec les lichens notamment. Donc, j'ai appris les deux, les techniques de tissage, et je suis allée regarder, c'était pas encore des leçons, mais voir teindre des fils en teinture avec des lichens. Donc ça m'a sensibilisée aux teintures naturelles, ce qui a conforté d'une part mon amour des couleurs et ensuite mon amour des plantes et de ce qu'on pouvait faire avec les plantes. Là-dessus, je me dis, mais voilà, c'est ça que je veux faire, c'est combiner ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire histoire des techniques et de la teinture et de l'archéologie avec une spécialisation non plus en teinture et technique textile, mais teinture et technique pour le monde entier. Donc, comme elles avaient, ces jeunes femmes, un intérêt particulier pour les textiles précolombiens, elles m'ont communiqué leur virus. Après cette formation, je suis allée, j'ai pris une année sabbatique et j'ai passé 1 an au Pérou à rencontrer des archéologues d'une part qui m'ont confié l'étude de leurs textiles. C'était encore un domaine de recherche assez rare à cette époque-là. Donc, on m'a confié le travail sur des corpus archéologiques et par ailleurs, je suis allée rencontrer des tisserands qui pratiquaient encore les teintures naturelles dans les Andes et ensuite par relation, par rencontre, etc. En Amazonie péruvienne, c'est-à-dire de l'autre côté des Andes, à l'est des Andes, le Piémont, pas l'Amazonie très basse, mais encore la région où on peut circuler à pied.
Voilà, donc après ça, je suis rentrée en France, où je me suis installée en Cévennes avec mon mari. Et là, j'ai pris le temps de découvrir les ressources de la flore locale, c'est-à-dire tout ce qu'on avait comme plantes tinctoriales, sachant que j'ai retrouvé mon amour pour les lichens irlandais, parce qu'en fait, je vis en Cévennes granitiques et que on retrouve en grande partie la même flore de lichen, mais bien d'autres plantes, puisque les Cévennes ont la chance d'être à la frontière entre le monde méditerranéen et sur les pentes les plus élevées et face nord, des plantes qui sont même carrément trouvées jusque dans les pays du nord de l'Europe. Alors ça m'a donné une base d'exploration, parce qu'en parallèle, évidemment, j'avais repris mes recherches en freelance sur les ressources écrites, c'est-à-dire je me suis appliquée à tester des recettes anciennes avec justement ce que j'avais sous la main sur place. Là-dessus, ayant poursuivi mes études, je me suis présentée au concours du CNRS, où j'ai été acceptée en tant que chercheur. Et à partir de là, ma carrière est à la fois classique et exceptionnelle, dans la mesure où je suis le cursus habituel, chargé de recherche, directeur de recherche, avec tous les échelons administratifs que l'on veut, et en même temps pionnière d'un domaine de recherche que, à défaut, on a classé dans les sciences humaines et sociales, mais que je poursuivais d'une manière complètement interdisciplinaire, ce qui à l'époque était à la fois regardé avec, je dirais pas suspicion, mais étonnement, et qui ne facilitait pas vraiment les progrès rapides dans la carrière, on va dire. Malgré tout, le CNRS est une institution qui reconnaît les résultats et qui reconnaît la qualité des recherches. Et par conséquent, j'ai fini par être reconnaître, non seulement parce que j'ai eu l'année même où je suis entrée au CNRS, j'ai eu un prix de auteur de la culture scientifique et technique. Alors là, c'était pas le CNRS, c'était l'Académie des sciences qui accordait ça. Et puis finalement, j'ai eu quand même la médaille d'argent du CNRS et à la clé, en fin de carrière, la Légion d'honneur pour mes travaux. Ce qui était exceptionnel, d'une part en tant que femme, d'autre part en tant que civile, et enfin en tant que représentant des sciences humaines et sociales, et en tant que pionnière dans ma discipline. En gros, c'est mon parcours. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Du coup, donc on voit comment vous êtes arrivé à la teinture végétale. Alors, la teinture végétale, je dirais que c'est quand même quelque chose qui me paraît logique, en fait. N'importe qui, et on est très 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 nombreux au monde, je crois, toutes civilisations confondues, qui s'intéressent à la fois aux couleurs et aux plantes, à un moment se dit mais pourquoi pas la teinture végétale. Bon, qui m'a formée? Ça, c'est votre question d'après, j'imagine. Oui, Alors, exactement. qui m'a formée? Je vous ai un peu répondu. En fait, à l'époque, il n'y avait pas grand monde pour vous former, même pas du tout, en tout cas en France. Et donc, qui m'a formée? Les gens que j'ai observés, les maîtres de la teinture qui existaient encore à cette époque-là, c'est-à-dire très très peu de teinturiers irlandais qui partageaient encore ces savoirs. Surtout avec une très grande générosité, les teinturiers péruviens des Andes. D'accord. Et d'Amazonie, avec qui dont je partageais l'existence. En réalité, c'est comme ça que ça se passait. On allait sur place, on se donnait la peine de parler leur langue, ce qui était mon cas, et d'être à peu près poli et civilisé. Et donc, on était accepté avec une grande générosité. Préalablement, je dirais qu'au Pérou, j'ai eu la chance d'être introduite par des amis anglais, justement, auprès d'une dame qui avait un parcours exceptionnel. C'était une personne qui avait travaillé avec Annie Albers, c'est-à-dire l'avant-garde allemande d'avant-guerre aussi, et qui avait été obligée de se sauver d'Allemagne parce qu'elle était d'une famille juive, et qui s'était relocalisée, alors de manière totalement imprévue, dans une ville des Andes, et qui avait créé un atelier de teinture où elle
employer de préférence des femmes, nombreuses familles au Pérou, où il y a monoparentales avec des dames D'accord. qui élèvent leurs enfants toutes seules. Donc, il y avait à la fois un aspect artistique et social. Et elle m'a accueillie, invitée pendant plus d'un mois pour travailler pour elle et rencontrer et me présenter ce qu'elle connaissait comme teinturier pratiquant encore la teinture naturelle. Alors D'accord. son nom c'était Francisca Mayer, une grande dame de l'art et de la teinture. Et du coup, donc je reviens un petit peu à, donc j'ai bien compris, la formation c'était vraiment en direct avec les praticiens, parce qu'à l'époque je pense qu'il n'y avait pas encore de livres ou de formation académique comme il peut y avoir aujourd'hui. Et du coup je voulais savoir, pour revenir un petit peu au parcours directrice de recherche émérite au CNRS, en gros pour les plus jeunes, ça consiste en quoi? Vous choisissez vos sujets de recherche, vous en proposez, comment ça fonctionne, et quelles sont les missions et le quotidien en fait? Alors, directeur de recherche ou directrice de recherche, si on veut, au CNRS, c'est effectivement une autonomie dans le choix des domaines ou des sujets de recherche émérite. C'est quelque chose qui diffère légèrement entre université et CNRS. Au CNRS, c'est quelque chose qu'on demande et qui est accepté ou pas par des pairs. C'est une espèce pas de concours, mais en fait, c'est pas automatiquement accordé. Ça consiste à continuer à travailler après la date limite où on devrait prendre sa retraite. Comme en D'accord. recherche, pour beaucoup d'entre nous, mais pas tous, la retraite, ça veut rien dire, en fait. C'est une journée un peu spéciale pour aller proférer des propos de cette Ouais. nature. Pour moi, c'était évident que, quoi que soit la décision du CNRS, j'allais continuer à poursuivre dans cette voie parce que c'est ma passion, parce que j'ai des responsabilités, parce que je suis en toute modestie irremplaçable à certains égards, mais pas pour tout. Et puis de toute façon, je devrais être remplacée un jour ou l'autre, ça c'est clair. Mais je voulais continuer, et donc c'est ce que nous donne comme possibilité le CNRS. On prend sa retraite, on prend sa retraite bonne ou mauvaise, ça dépend de la longueur de la carrière, mais on a, c'est pour ça que je l'ai demandé, on peut continuer à participer à des projets de recherche, même internationaux, donc européens ou quoi que ce soit, en bénéficiant des fonds, des subventions, des financements qui sont attribués à ce projet de recherche dans une certaine mesure. Et surtout, et c'est surtout pour ça que je l'ai fait aussi, on peut participer, on peut faire partie du jury de thèse. On ne peut plus diriger tout seul une thèse, mais on peut co-diriger et surtout faire partie du jury. Or, il faut D'accord. savoir que, pour anticiper sur une autre question, je ne peux plus donc diriger une recherche, mais je suis parmi les rares personnes qui, dans notre domaine de recherche, a une habilitation à diriger des recherches pour la France ou pour l'Europe. Et donc, je suis une des rares personnes qui peut faire partie d'un jury, non seulement de thèse, mais d'habilitation, c'est-à-dire le pied à l'étrier des jeunes chercheurs qui vont nous succéder. C'est essentiellement pour ça que j'ai fait ça. D'accord. Voilà. Donc aussi, on y reviendra après, mais c'est aussi une action dans la transmission et dans le partage. Absolument. Absolument. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez, moi j'ai encore un peu de mal à imaginer un exemple de sujet de recherche, ça peut être quoi? Parce que vous êtes multitâche, de l'archéologie, de l'histoire, de la teinture. Du coup, ça pourrait être quoi un sujet de thèse de Dominique Cardon? Alors, oui, effectivement, j'ai mené en parallèle 3 voies de recherche. L'une, donc sur la recherche sur les sources écrites, sur les techniques textiles et la teinture. Elles étaient pour cela, pour être pertinent dans ce domaine, il faut pouvoir mener de front, enfin disons avoir une double casquette, et c'est ce que j'ai essayé d'acquérir dès le début, c'est-à-dire être capable de lire les écritures anciennes, de comprendre
les langues anciennes, d'une part, enfin avec la limite évidemment des compétences linguistiques, mais il faut aussi être capable de lire les écritures, les manuscrites. Et là, il faut savoir qu'il y a des mètres cubes, pour parler en termes concrets, de documentation qui n'ont pas été exploités parce que justement, il est très rare d'avoir des personnes qui ont la double compétence, qui sont à la fois capables de lire ce qui est écrit et de comprendre le fond de ce qui est écrit. Un collègue même qui soit excellent en écriture du Moyen-Âge, on va dire, il peut être complètement désarçonné parce qu'il est en train de lire et il comprend pas du tout de quoi il s'agit. Donc, j'ai essayé d'exploiter au maximum mes doubles compétences pour faire une percée dans ce domaine. Bon, première direction. Deuxième direction, c'était l'archéologie. On était quasiment très 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 peu, même au niveau mondial, à être capable de prendre un textile archéologique et d'en tirer tout ce qu'on appelle publier, c'est-à-dire de dire tout ce qu'on pouvait en dire du point de vue technique d'abord, et d'en tirer une perspective historique deuxièmement. Et donc, c'est ce que je me suis attachée à faire. Alors, je vais vous donner des exemples bientôt. Ma troisième voie de recherche, c'était de faire émerger le domaine des teintures naturelles et de l'histoire de la teinture dans le champ de la recherche. Et ça, c'était complètement non défriché, complètement vierge à l'époque. Donc voilà. Comme exemple de recherche passée ou présente, je peux vous donner mes gros chantiers archéologiques actuels, c'est-à-dire depuis 1997. J'accepte maintenant surtout des projets sur le long terme qui me donnent une vision d'ensemble, qui me permettent d'avoir une vision presque statistique de ce qui se passe à une époque donnée dans un endroit du monde donné. Donc il y a deux exemples que je vais vous donner. Un, le monde romain des 3 premiers siècles de notre ère, que j'étudie d'après des restes de textiles archéologiques découverts dans le désert oriental d'Égypte par une équipe extraordinaire menée par Hélène Cuvigny et Jean-Pierre Brun. L'un de l'université Paris-Sorbonne et du CNRS et l'autre du Collège de France. Et donc là, on a, grâce à leurs recherches et à la série de sites qu'ils ont entrepris de défricher, j'ai eu accès à des centaines, peut-être on doit approcher le millier de textiles découverts dans des dépotoirs. Et alors ces textiles, je les étudie seule principalement ou quand c'est trop avec l'aide de collègues, de A à Z, je dirais. Il faut tout dire d'un textile archéologique depuis de quelle matière il est fait, comment cette matière a été filée, comment elle a été tissée ou mise en forme d'une autre manière que le tissage, et on arrive à comment elle a été teinte. Voilà, c'est ça qui nous amène aujourd'hui. Deuxième grand chantier mené par la mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang depuis 2002 en ce qui me concerne. C'est une série de sites dans le désert du Taklamakan au Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Et là, soit une collègue, Sophie Desrosiers, de l'École des hautes études en sciences sociales, soit moi, nous faisons le même travail, c'est-à-dire on prend les textiles et on les décrit de A à Z, y compris la teinture, ce qui était quelque chose qui n'avait jamais été abordé par nos collègues chinois auparavant et donc qui a été extrêmement bien accueilli et reconnu par le gouvernement chinois et l'Institut archéologique du Xinjiang. Voilà, c'est ce genre de travaux que je mène, avec d'autres dont on va parler plus tard, qui sont plus d'ordre anthropologique, ethnologique. Ok. Voilà. Là, c'est très concret pour moi, je comprends bien. Donc, vous me dites, vous allez bientôt avoir 76 ans, vous avez commencé, on va dire, quand même assez tôt dans tous ces domaines. Si vous aviez 3 fiertés à extraire de tout ce parcours, qu'est-ce que vous nous citeriez sur le sujet de la teinture végétale et un peu plus loin, qu'est-ce qui pour vous ressort de votre parcours? Alors ça, c'est justement le genre de questions qu'on n'aime pas du tout dans mon domaine. Un chercheur de la recherche publique, il est pas fier. Un chercheur de la recherche publique, il est reconnaissant, justement, de l'investissement du citoyen français dans la recherche publique, du salaire qu'on obtient pour
pour mener nos recherches, de la confiance qu'on nous témoigne pour mener ces recherches. La fierté, ma foi, c'est pas vraiment notre culture, mais bon, des choses dont je suis contente, disons, qui me font plaisir et que je regrette pas d'avoir fait, tout au contraire. Alors, dans le domaine des textiles archéologiques, c'est ce que je vous ai dit, ces découvertes nouvelles, on avance. Enfin, notre satisfaction, c'est de faire avancer les connaissances au profit de la culture générale du monde entier, en fait. Donc, je suis très heureuse d'avoir contribué par mes recherches à faire découvrir la maîtrise des teinturiers du passé. Il faut savoir qu'au Xinjiang, le dernier site sur lequel je travaille, c'est un site de l'âge du bronze, 2000 ans avant Jésus-Christ. On trouve des laines, on trouve des vêtements, on couvre des momies qui ont été enterrées, qui se sont fait ensevelir avec des vêtements qui sont soit c'est tout de la laine, hein, soit en laine pigmentée naturellement, alors ça va du beige au brun, etc. Et on est à un moment charnière de l'évolution de la sélection du mouton pour tenir des troupeaux avec des laines blanches. Pourquoi? Parce que la laine blanche, ça permet d'avoir des couleurs vives. Donc la civilisation que j'étudie, les gens dont j'étudie les vêtements, le peu de laine blanche qu'il y avait, ils l'ont utilisé pour se faire des décorations sur leurs vêtements ou des ornements, des colliers, des bracelets. J'ai appelé cette civilisation la civilisation du fil rouge. On a des fils teints. Alors, on a trouvé que c'était de la Garance en rouge très, très vif. Et ce genre de découverte, ça me permet de répondre aux gens qui disent « Oh, la teinture naturelle, ça donne jamais des couleurs solides » et qui vous offrent des produits en teinture naturelle, rose pâle ou vert kaki, ou enfin des teintures qu'on appelle pastel. Le pastel, ça permettait de teindre en bleu marine. Et aussi ceux qui disent « Ah, mais la teinture naturelle, ça n'est pas durable ». Alors qu'on me montre une teinture synthétique sur une fibre synthétique qui est 5000 ans, de toute façon, c'est pas possible maintenant. Et moi, je peux vous montrer des teintures qui ont 4000 ans et qui sont aussi rouges qu'on peut imaginer le rouge. Voilà. Donc c'est un témoignage qui permet de lever un des premiers préjugés sur la teinture végétale, c'est la durée, la solidité de la couleur dans le temps, et du coup c'est une super anecdote. Et puis l'intensité et la vivacité. Hein. Bon, donc ça c'est une autre, c'est moins spectaculaire à mon avis. Mais par exemple parmi les préjugés, mes fiertés, c'est de remettre en question des idées reçues. Non pas dire qu'elles sont fausses, mais dire oui, excusez-moi, mais voilà, j'apporte quand même cette petite pierre pour qui va pas dans le sens de ce que vous racontez. Donc il y a aussi des mythes, donc j'aime pas les mythes non plus. Alors, comme mythe, il y avait la teinture en pourpre de l'Antiquité. C'est vrai qu'à certaines époques, elle était aussi chère que l'or. Mais justement, c'est pas à toutes les époques. Et donc, notre série de fouilles en Égypte a montré, parce que je me suis entêtée à obtenir du gouvernement égyptien l'autorisation de faire des prélèvements, que j'ai réussi à trouver des collègues chimistes pour étudier les teintures de ces textiles, et on a multiplié par X le nombre de textiles teints à la vraie pourpre de coquillage, donc un groupe de muricidés, des mollusques marins. On a multiplié par ça, peut-être par 3, 4, voire 10. Et ça a permis aussi de prouver que même des tranches de population beaucoup plus moyennes, en fait, y compris les carriers ou des ouvriers qui travaillaient dans ces mines du désert oriental d'Égypte, pouvaient se payer des vêtements avec des petits ornements, mais teints à la vraie pourpre. J'ai aussi réussi, grâce à ces séries d'analyses, de montrer qu'on déclinait, et ça c'est un côté écologique, optimisation des ressources, qui parle à notre époque, c'est-à-dire que à partir d'un matériau tinctorial, d'une matière tinctoriale précieuse, on va pas la jeter au bout d'un bain de teinture, on va la réutiliser jusqu'à avoir des mauves pâles, des mauves grisés, mais ce sera toujours de la vraie pourpre. Et dans la culture antique, les gens savent ce que ça veut dire. Donc même si c'est un mauve grisé
un peu très très peu saturé, les gens savent que ça a été éteint avec la vraie pourpre. Et il y a une espèce de respect pour la source de la couleur qui va à sa dernière, au dernier bain d'expérience. Donc, combattre les idées reçues. Vous voulez d'autres exemples de satisfaction? On va parler plutôt en anthropologie. Il y a quelque chose qui est intéressant. J'ai eu toute une série d'étudiants que j'ai envoyés et accompagnés en Nouvelle-Calédonie parce qu'on avait un groupe de chercheurs associés en botanique, l'IRD, alors avec un souci de développement économique, et donc une espèce de groupe de recherche en Nouvelle-Calédonie. Et ça m'a permis, d'une part, avec une étudiante en chimie, d'identifier la source botanique, c'est la liane, qui avait permis de teindre les fameuses nattes pourpres du Vanuatu, qui sont un élément essentiel de la culture du peuple Vanuatu, en identifiant donc grâce à des recherches à la fois des explorations botaniques, chimiques, cette liane. Et on a justement corrigé une idée qui avait été, enfin, la théorie est le résultat des recherches antérieures. Donc maintenant, on sait exactement comment ont été obtenus ces rouges magnifiques. Et puis, on a étendu la recherche avec finalement une thèse, d'autres masters et finalement une thèse de doctorat pour étendre la recherche à l'ensemble, d'une part, des teintures traditionnelles kanak et d'autre part, une exploration des possibilités, des potentialités de la flore tinctoriale, de la flore de Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a deux aspects. D'une part, développement, ouverture des connaissances, puisqu'on est encore en train de découvrir des plantes. Ça nous mène sur l'exploration actuelle qui va, qui est une espèce de course contre la montre, qui va contre la disparition des espèces à laquelle on assiste actuellement, en essayant de connaître les ressources de la flore avant qu'elles disparaissent. C'est un peu désespérant. Lors de cette thèse, on a d'une part identifié les teintures des textiles traditionnels kanak. Alors, ceux qui sont conservés en Nouvelle-Calédonie, au musée de Nouvelle-Calédonie, et aussi, ça c'est un aspect très important, ceux qui sont conservés dans des musées français parce qu'on les a importés. Alors, ça concerne tout leur restitution ou pas des documents qui sont dans nos musées européens. Pour moi, à ma manière, très modestement, à ma toute petite échelle, c'était une manière de restituer, en tout cas, des connaissances. Voilà, d'apporter ce qu'on pouvait apporter à des peuples qui ont été dépossédés de leur patrimoine. On leur rend pas, mais on leur apporte ces connaissances sur ce patrimoine qui ne pourrait pas forcément avoir encore avec l'équipement universitaire et de recherche dont ils disposent actuellement. Voilà, c'est mes 3 sujets de cette discussion. Il y en a sur l'histoire de la civilisation, sur les idées reçues qu'il peut y avoir sur la teinture végétale et qui collent encore à la peau de la teinture végétale aujourd'hui, je trouve. Et ensuite, c'est plutôt sur l'anthropologie, restituer des savoirs et donner des connaissances. Ce que je pourrais ajouter, mais ça, c'est vous le classez comme vous voulez, c'est qu'en fait, par chance, ce domaine des teintures, de l'étude des teintures naturelles, on est disons au confluent de tellement de domaines qui sont à la fois touchent à la nuit des temps, qui touchent aux origines de l'humanité d'une part, et qui sont à la pointe de nos interrogations actuelles. Et ça porte, c'est quelque chose qui me porte constamment. Je vois que franchement, vous me faites voyager par votre récit, vos expériences. Je voulais savoir s'il y avait une civilisation ou un pays pour qui la teinture végétale reste fortement ancrée, fortement pratiquée. Et en gros, quelles pratiques ils en font, comment ça se transmet. Alors là, cette question-là, elle fait suite à la dernière partie de la question d'avant. En fait, il faut savoir que on parle beaucoup de disparition des espèces. C'est un drame, on n'en dira jamais assez. Et il y a le même phénomène au niveau de la disparition des savoirs de la main,
et de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel à l'UNESCO, c'est-à-dire des savoirs techniques ancestraux. Je disais ça déjà il y a 20 ans, les détenteurs de ces savoirs traditionnels, ils avaient à l'époque peut-être 70 et quelques années. Maintenant, c'est plutôt dans les 90, 100. J'ai rencontré une amie japonaise que j'avais déjà rencontrée. C'est une grande. Alors au Japon, c'est des trésors vivants. On pleurait en se quittant. Elle était à Okinawa. Je ne sais pas si elle vit encore. Elle doit avoir presque 100 ans. Bon, alors le Japon, justement, c'est un des pays où on a encore, mais c'est un cas particulier parce qu'on tient les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire la transmission, la conservation et l'innovation. On va revenir un peu en arrière, des choses encore plus tristes, des pays avec une énorme, magnifique tradition de teinture naturelle. Alors ça concerne tout le continent africain, sans exception, et où les gens, les grands maîtres de la teinture meurent, et sauf exception, il n'y a pas de transmission, ou il n'y a pas d'écrit de passage de non, relais. mais il n'y a personne pour suivre. Pourquoi? Parce que, et là c'est quelque chose de très politique, hein, on tue. On est en train de tuer, mais ça fait déjà un moment, on tue ces savoirs traditionnels sur le tissage et la teinture, sur la fabrication des vêtements, avec nos montagnes de fripes en teinture synthétique, textile synthétique, toutes nos ordures en fait qu'on envoie là-bas pour que les gens, évidemment, pour habiller les gens, c'est moins cher ou c'est plus facile. Mais on casse non seulement des traditions, mais aussi un respect pour le textile que nous avons perdu de toute façon en Occident, mais qu'on transmet, dont on infecte, disons, le reste de la planète et surtout les pays les plus pauvres. Donc en Afrique, là où il y avait des fileuses, des tisserands avec des techniques extraordinaires et des teinturiers et teinturières qui auraient beaucoup à nous apprendre encore, on ensevelit ça sous une tonne de déchets, de fripes et de choses comme ça. Ouais, issu de la fast fashion de nos pays, quoi. Ouais, d'accord. Oui. Alors ça, c'est beaucoup de pays à faible niveau de vie. Donc j'ai parlé de l'Afrique, on pourrait dire la même chose pour les civilisations, les peuples d'Amérique centrale et du Sud, et pour le Pérou, qui me tient à cœur évidemment, où les gens allaient avec alors les dames avec qui je parlais, elles avaient, quand une jupe était trop usée, elles en tissaient une autre et elles en teignaient une autre, et puis elles la portaient par-dessus l'autre pour se tenir plus chaud. Et maintenant, quand je vois des images de ces pays-là, on voit des espèces des déchets de vêtements en synthétique, c'est lamentable en fait, qui leur donnent des airs qui les représentent comme des gens misérables, alors que c'est des civilisations qui ont encore beaucoup à nous apprendre. Donc c'est vraiment dramatique. Bon, alors on va passer à des choses plus gaies, des pays qui ont résisté à cette évolution, comme l'Inde. Alors on va dire l'Inde, ils tiennent les deux bouts de la chaîne. Je reparlerai du Japon, où il y a à la fois encore un soutien. C'est souvent le gouvernement qui appuie ce genre de démarche, et aussi des groupements ou des ONG ou bien des personnes privées qui soutiennent en achetant, qui soutiennent avec des subventions ou qui achètent à un juste prix des produits textiles et qui participent ainsi au maintien de ces savoirs traditionnels. Donc en Inde, c'est un sous-continent, je dirais, c'est un monde de savoirs tellement divers. Et là, on a ça, on a ce maintien de tradition extraordinaire dans le domaine du tissage et de la teinture, et en même temps des institutions de recherche ou de développement gouvernemental qui soutiennent des recherches de pointe. Je peux citer des collègues chercheuses comme Padma Vankar ou dans le nord-est de l'Inde, et Sharada Devi à Hyderabad, qui sont deux chercheuses en chimie qui ont énormément fait pour le
le progrès de nos connaissances en teinture naturelle au point de vue biochimique. Il y a aussi des directeurs d'institutions comme la National Forestry, l'équivalent de notre ONF. Dans tous les domaines, il y a des gens qui s'intéressent encore aux plantes tinctoriales et à la recherche sur ces plantes et sur leurs techniques d'application. Japon, c'est pareil. Alors, au Japon, on a encore la politique des trésors vivants qui a beaucoup maintenu les savoirs de la main, et en particulier dans le domaine de la teinture, et en même temps des pionniers de recherche biochimique ou bactériologique sur une connaissance plus approfondie des teintures, et puis aussi des artistes et des artisans qui pratiquent. L'écueil, c'est que là, alors, c'est un peu différent. On a le choc culturel. Il y a une nouvelle génération au Japon qui risque de ne pas mettre autant de moyens financiers, on va dire, ne pas acheter ces trésors. Parce que c'est très cher. Quelque chose qui est au Japon, un kimono, ça coûte le juste prix de ce que ça représente. C'est-à-dire, c'est un trésor patrimonial. Et autrefois, toute femme qui pouvait se le permettre s'acheter au moins un kimono dans sa vie, et il n'est pas du tout sûr qu'une jeune fille japonaise de maintenant ne soit pas tentée de s'habiller uniquement en jeans et en t-shirt et de trouver que le kimono c'est vraiment pour les mémés ou pour sa maman, mais que c'est plus du tout son problème. Comment on peut pallier au fait que tous ces savoirs ils se perdent? Est-ce qu'il y a pas des alors au-delà des ONG, mais est-ce qu'il y a je sais pas, une organisation qui permet de mettre ses écrits ou de filmer de la pratique ou de transmettre? Qu'est-ce qui se passe en fait à ce niveau-là pour que ça perdure et qu'on vive pas ce qui se passe en Afrique? Si on l'identifie déjà en train d'arriver au Japon, comment on fait pour que ça disparaisse pas comme en Afrique? Comment on fait? On est nombreux, on est bénévoles, on fait tous ce qu'on peut, chacun de son côté, avec les gouvernements qu'on a, et donc les systèmes sociaux, économiques de chaque endroit où on est. En fait, c'est un monde de passionnés, hein. Et donc ça, c'est une des satisfactions que j'ai eues, que j'ai pas nommée, c'est que lorsque j'ai écrit, il y a pas mal d'années déjà, mon premier livre qui s'appelait mon premier livre un peu global, qui s'appelait Le monde des teintures naturelles. Pas du tout comme ça, le monde de ceci, le monde de cela, banal, quoi. C'est parce que dès le départ, je voulais, la structure du livre était à la fois de montrer ce qu'apporte chaque discipline et de considérer ce qui se passait au niveau mondial en comparant justement. Voilà. Et donc, à partir de là, l'UNESCO m'a demandé d'assurer la direction scientifique du premier congrès mondial sur les teintures naturelles. Grâce à l'UNESCO, on a, disons, j'ai finalement ce congrès a fédéré et a attiré pratiquement la totalité des acteurs dans le domaine. Et on est resté, ça a été un moment extraordinaire de partage, de rencontres. Ça a été le départ d'une série de congrès mondiaux où on se rencontre, qui continuent à être très interdisciplinaires. Quand j'entends interdisciplinaire aussi, non seulement les chercheurs, mais les praticiens, artisans, artistes, industriels, et tout le monde échange. Il y a des ateliers où on voit du coup les trésors vivants du monde entier et pratiquer les techniques qui sont en train de disparaître, et ça donne envie, voilà. Donc on fait ça comme ça, tout à fait spontanément pour essayer de maintenir ça. Ce que un podcast comme le vôtre peut faire, c'est contribuer à faire connaître ça, et que beaucoup de gens nous rejoignent. Mais en fait, il faut savoir que dans chaque pays, sauf ceux que je viens de vous citer, alors il y a l'Inde, le Japon, on pourrait ajouter les Philippines, où il y a un institut entier voué à l'exploration et au maintien des teintures naturelles. Il faut que ça se multiplie dans beaucoup de pays et que les gouvernements prennent conscience de leurs responsabilités dans le maintien de ces savoirs. Pour retrouver la suite du témoignage de Dominique Cardon,
Je vous donne rendez-vous samedi pour le 2e épisode où Dominique nous parlera de la sortie de son livre et des recherches qu'il reste à faire dans le domaine de la teinture végétale. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!